Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue pour Bouche à Oreille, la première de la saison. Bienvenue à celles et ceux qui ont fait le déplacement jusqu'à la librairie Les Volcans à Clermont-Ferrand. Et puis, merci aussi à ceux qui nous écouteront de l'autre côté du poste radio, via Radio Arverne. Et exceptionnellement, ceux aussi qui nous suivent en direct par la vidéo, via Internet. Bienvenue à tous. Nous nous sommes lancés dans une émission un peu folle, une émission radio un peu folle, émission accessible aux sourds et malentendants. Un peu à l'image du spectacle Dévaste-moi dont on va parler et qui relève le défi de s'adresser tant au public sourd qu'au public entendant. Un projet porté par Emmanuel Laborie et Joanne Ibert qui sont nos invités aujourd'hui. Je vous demande de les accueillir. Merci. Alors dans cette émission, on applaudira comme on veut. Emmanuel Laborie, bonjour. Bonjour. Vous êtes comédienne, récompensée par un Molière en 93 pour votre rôle dans Les Enfants du Silence et par le prix Vérité en 94 pour votre roman Le Cri de la Mouette, traduit en 14 langues. Vous êtes engagée pour la reconnaissance de la langue des signes française et vous êtes aussi la directrice de l'IVT, l'International Visual Theatre à Paris. Merci d'être là. Joanne Ibert, bonjour. Bonjour. Vous êtes le metteur en scène de théâtre associant des marionnettes. De janvier 2012 à décembre 2015, vous avez dirigé Le Fracas, c'est le Centre dramatique national de Montluçon. Et puis, vous devenez artiste associé de la Comédie Scène nationale de Clermont-Ferrand à partir de septembre 2016. Vous signez, du coup, la mise en scène de Dévaste-moi. Dévaste-moi qui sera présenté à Clermont-Ferrand jusqu'au 13 octobre. Puis ensuite à Paris, à l'IVT, du 9 au 26 novembre, et enfin du 30 novembre au 2 décembre à la Comédie de l'Est, Centre dramatique national d'Alsace. Voilà. Et je ne vais pas oublier de saluer les deux interprètes. Alors, je ne sais pas comment il va traduire, là. Corinne Gache et Carlos Carreras. C'est Carlos qui démarre l'interprétariat de Pointure en LSF. Merci à tous les deux. Je vous signale aussi qu'ils ont accepté de nous livrer un extrait du spectacle tout à l'heure en avant-première. Ce sera en cours de l'émission. Avant-première, car à l'heure où on enregistre cette émission, aucune représentation n'a encore eu lieu. Donc là, on en aura un avant-goût. Merci. On attaque alors avec Dévaste-moi, donc ce spectacle musical où l'on retrouve du chant-cygne. Première question, peut-être pour Emmanuel Laborie. Est-ce que le chant-cygne, c'est une pratique courante et est-ce que vous pouvez nous expliquer le principe ? Déjà, pour commencer, la chanson de façon générale, c'est un art qui vient de la voix, qui est relié à la voix, au rythme, à l'écriture, à la création d'un texte qui se chante avec une voix. Moi, ma voix, ce sont mes mains. C'est une langue visuelle. Avec la langue des signes, je peux chanter et avoir les mêmes processus de création et d'interprétation que l'on peut faire avec la voix, c'est-à-dire des enchaînements, des variations de rythme, des enchaînements de signes qui sont liés les uns avec les autres et qui créent une couleur et un tempo dans ce que l'on peut proposer. Donc en effet, là, c'est plus son oreille que l'on concentre sur le spectacle, mais plus ses yeux. Les entendants ont l'habitude de concentrer leur attention sur l'oreille, et là, on a plutôt une représentation visuelle et d'une création artistique, musicale, chorégraphique et charnelle. Ça veut dire qu'avec le chant-cygne, on prend aussi une grande liberté par rapport à la langue des signes, par rapport à la grammaire, au vocabulaire, etc. Eh bien, comme toutes les langues, en fait. Chaque langue a une grammaire, une structure, avec des règles bien définies et des paramètres qui sont propres à chacune d'entre elles. Elles ont des cadres, et c'est la même chose pour la langue des signes. Et quand on aborde après une création artistique, eh bien, dans toutes les langues aussi, on joue, en quelque sorte, on déplace les limites de ce cadre qui est imposé par les grammaires et ce qu'on vient d'évoquer, et justement, on joue avec ce cadre. Et voilà. Ouais. Est-ce que, Joanne Ibert, vous connaissiez l'existence du chant-cygne quand vous avez souhaité monter ce projet, ou est-ce né de la rencontre naturelle avec Emmanuel Laborie ?
Oui, j'avais l'existence du chant-cygne, mais véritablement, ce qui m'a donné envie de faire ce spectacle, c'est la rencontre avec Emmanuel. On s'est rencontrés, elle est venue voir un spectacle qu'on jouait avec Yann Rabalan, avec qui je travaille vraiment sur ce projet assez étroitement. Et en fait, j'ai rencontré Emmanuel et j'ai eu très vite envie de travailler avec elle, elle en tant que comédienne d'abord, bien sûr comme comédienne sourde, mais vraiment pour son énergie, pour ce qu'elle dégageait. On a fait d'abord un autre petit projet, un autre petit laboratoire avec un autre acteur sourd. Emmanuel était là dans le temps de laboratoire. Et puis pendant le temps de laboratoire, on a eu envie de faire un spectacle ensemble. Et puis est arrivée cette idée de chant-cygne. Et je me suis imaginé qu'elle pouvait être une chanteuse lyrique et en même temps une chanteuse pop-rock, et que cette femme allait rassembler tous ces corps de femmes. Oui. D'ailleurs, Dévaste-moi, le titre du spectacle, il est emprunté à une chanson de Brigitte Fontaine. Oui, oui, tout à fait. Elle s'est imposée dès le départ. Vous aviez déjà une playlist. Comment ça s'est fait? Ça s'est fait en plusieurs étapes, parce que pour vous dire, ça fait longtemps qu'on pense à ce projet et on a mis beaucoup de temps à le mettre en place, parce que on en parlait à certains théâtres et les gens n'y croyaient pas trop. Ils trouvaient ça un peu, ils disaient mais mais est-ce que c'est possible? Enfin voilà. Donc on a mis pas mal de temps à le mettre en place et on a essayé plusieurs chansons. Il y avait des chansons de Brigitte Fontaine, parce que moi j'aime beaucoup et les textes et la musique de Brigitte Fontaine, et puis l'énergie évidemment de cette femme. Et donc il y avait cette chanson Dévaste-moi qui, moi, me plaisait au niveau du titre comme une chanson à la fois négative et positive, c'est-à-dire le désir et puis en même temps le désir peut-être plus morbide, ou j'en sais rien. Enfin voilà, donc je trouvais que c'était assez beau, ce Dévaste-moi qui peut donner deux images, voilà, différentes. Dans le choix des chansons qu'on découvre à travers Dévaste-moi, il y a toujours le thème de la femme ou du corps de la femme. Ça aussi, c'était une envie dès le départ, une envie conjointe? Oui, tu veux répondre? Le thème de la femme, du corps de la femme. Vas-y. Oui, en fait, il y a énormément de chansons qui existent. J'ai fait un travail avec une dramaturge. Je lui ai dit, je crois que j'ai envie de parler du corps féminin, tout simplement parce qu'évidemment, tout à l'heure, Emmanuel, c'était très beau. Elle a dit le rapport charnel, en fait, mais c'est véritablement ça. C'est-à-dire que c'est un concert qui se fait avec le corps, avec pas seulement les mains. C'est-à-dire que quand j'ai rencontré Emmanuel, j'ai compris très vite que la langue des signes, c'était une façon de communiquer avec tout son corps, vraiment du bout des cheveux jusqu'au bout des doigts de pied. Oui. Et je trouve qu'Emmanuel, quand elle signe, quand on la voit, elle a les pieds qui bougent comme ça. Il y a tout qui vibre en elle. Donc ça m'a beaucoup marqué. Et c'est vrai que j'étais sur plusieurs recherches à ce moment-là. J'avais fait un autre spectacle jeune public sur la question identité garçon-fille et tout ça. Et puis j'avais envie, de parler du corps féminin. Et puis c'est beaucoup lié à nos discussions en préparation de ce spectacle, lié à son histoire, l'histoire d'Emmanuel, de tout ce qu'elle a vécu, de son rapport aux sourds et aux entendants. Je crois que tout ça a émergé de manière en fait assez simple, assez évidente. Et ça m'a donné aussi la possibilité de chercher des chansons, de sélectionner, d'épurer petit à petit. Donc au début, on avait 500 chansons, je crois, à peu près. Et puis en équipe, on a fait des essais avec les musiciens. On ne les a pas toutes essayés, mais on a resserré au fur et à mesure. Oui, en allant piocher dans des répertoires, dans des registres très, très différents, très variés. Hein. Oui, ça c'était l'envie qu'on ait du lyrique, qu'on ait des chansons des années 30, qu'on ait des chansons plutôt pop-rock, enfin voilà, qu'on ait ce mélange. Oui. Est-ce que, Emmanuel Laborie, vous aviez envie de retrouver plus particulièrement certains artistes dans ce spectacle, certaines chansons? Oui. Alain Bachung, par exemple, on avait déjà travaillé donc, dans les étapes de création au départ sur des textes d'Alain Bachung, et c'est un artiste que j'adore. C'est une histoire personnelle, c'est quelqu'un que j'ai rencontré, avec qui j'ai travaillé lors d'un tournage. On a fait un projet ensemble et on a vraiment eu une affinité qui s'est créée naturellement. C'est quelqu'un dont les textes me parlent vraiment, sa poésie me touche. Et ce sont des textes que j'avais vus sur le papier, mais j'avais envie de les vivre, ces textes-là, vraiment de les sentir. Et c'était quelque part comme un rêve. Il y avait d'autres choses comme l'opéra, par exemple. Vous savez, c'est quelque chose que je n'avais jamais fait. IVT est un théâtre qui est à Paris, dans le 9e arrondissement, qui a ouvert ses portes en 2007, après de longs travaux qui ont permis enfin l'ouverture de ce lieu. Et on avait à cette époque-là déjà proposé à 8 chansons sourds de faire une représentation donc
donc avec plusieurs metteurs en scène qui nous ont permis donc de monter ce spectacle, et on voyait qu'il manquait des styles, qu'on n'avait pas abordé tous les styles musicaux qui pouvaient exister. Il y a des possibilités très très larges, et l'opéra, je n'avais pas encore goûté à ça en quelque sorte. Et j'en ai parlé à Joanny, j'ai dit tiens, voilà, quelque part, il m'a dit t'inquiète pas, on va y réfléchir, et c'est vraiment un art qui me touche et qui me donne vraiment beau, enfin qui me permet de m'exprimer. Il y a des chansons que j'ai découvertes, que je ne connaissais pas, bien évidemment, qui font partie de votre culture musicale, à vous entendant, qui pour vous sont des classiques. Hein. Mais même si dans ma famille, les gens étaient tous passionnés de musique, j'allais écouter des concerts, en tout cas voir des concerts avec mes parents, mais je suis sourde comme un pot, donc de toute façon, ce que je voyais, moi, des concerts, c'était pas le son, c'était toute l'énergie que pouvaient offrir les musiciens sur scène, et on n'avait pas du tout le même regard. Moi, je regardais ces concerts, je les écoutais avec mes yeux. Oui, d'où peut-être le choix aussi de certains titres et de certains artistes qui sont très charismatiques sur scène, ont une présence physique assez imposante. Aussi, mais pas uniquement. C'est pas uniquement la présence physique. Il y a aussi des textes qui ont une présence. Il y a des textes qui sont magnifiques, mais qui parfois, quand on les adapte en langue des signes, ils sont moins parlants dans le choix des signes, dans les choix qu'ils nous offrent. En tout cas, ça marche moins bien, si je puis dire. Pour d'autres textes, on voit de suite la possibilité d'en créer un champ signe visuel très puissant. Donc, c'est vraiment une alchimie. C'est quelque chose de magique et de mystérieux pour nous dans cette phase de création. Oui, alors on va continuer nos échanges sur justement la création et le mode opératoire. Bouche à oreille. L'émission pour aller un peu plus loin que le temps du spectacle. Et c'est Corinne qui nous rejoint, Corinne Gache pour l'interprétariat. On parlait donc de la façon dont était créé ce spectacle. Si vous aviez dû uniquement traduire les textes des chansons en langue des signes, ça aurait fait un peu un flop. Non, je crois pas, je sais pas. L'émotion aurait peut-être été moins intense et moins... que d'aller toucher dans l'artistique. En fait, je pense que le point de départ, c'est vraiment cette langue des signes et comment on pouvait traduire avec le corps un texte et l'émotion d'une musique. Donc, il y avait deux moments, deux phases, c'est-à-dire le moment où on traduisait en langue des signes, donc avec nos deux interprètes et avec Emmanuel, qui choisissait les signes, puisque la même phrase peut être signée de plein de façons différentes, donc oui. Il fallait vraiment choisir. Emmanuel voulait vraiment qu'on le fasse ensemble, donc c'était comme une sorte d'improvisation où on avait la phrase et on cherchait comment la signer. Ensuite, ensemble, avec Yann notamment, on essayait de chercher comment on pouvait pousser un signe pour qu'il devienne peut-être plus chorégraphique, pour qu'il y ait une configuration de signes, pour qu'il y ait un lien entre des signes. Donc ça, c'était cette partie-là. Et ensuite, avec les Delano, c'était vraiment comment réarranger chaque morceau pour que déjà chaque morceau, chaque chanson, chaque air d'opéra leur appartienne et devienne vraiment une matière qui fait un tout avec la langue des signes. Et ensuite, c'est vrai que moi, je viens du théâtre, j'aime énormément la musique et c'est un spectacle pour moi qui rassemble ces deux passions. Je travaille effectivement souvent sur le rapport à la marionnette, mais à partir des acteurs. En tout cas, je travaille sur une convention de théâtre qui s'invente toujours au plateau. Et là, finalement, ce nouveau langage que j'ai découvert depuis 4-5 ans et qui me passionne, il s'invente au plateau pour nous, il crée des images. Il y a des signes qui sont magnifiques. On a besoin parfois de traduction, parfois pas. On arrive à comprendre ce qui se passe, on arrive à comprendre l'émotion. Oui, vous dites qu'il mêle théâtre et musique, mais on pourrait rajouter la danse aussi, parce que là, oui, bien sûr. Ouais. C'est pour ça que j'ai fait appel à Yann Rabalan, avec qui on a fait plein de spectacles, notamment Craf, notamment Le Petit Bain, qui est vraiment un collaborateur précieux et qui participe. On est vraiment tous les deux, toujours côte à côte à travailler avec toute l'équipe. Mmh. Alors, vous travaillez... Si je peux me permettre, ce que je voudrais ajouter, c'est que le groupe Delano Orchestra, ce sont mes boys. Voilà, ils sont avec moi.
Et ils sont là physiquement. Et ça, c'est très important sur ce projet. C'est très, très porteur. S'il n'y avait pas eu les musiciens, s'ils n'avaient pas été là en chair et en os, si ça avait été de la musique enregistrée, je pense que le projet n'aurait pas pu se développer. Oui. Parce que ça n'avait plus de sens. Moi, j'ai besoin de ce rapport direct, le regard, l'échange, l'interactivité. C'est un dialogue, en fait, qui se passe entre eux et moi également. Et tout ça porte le projet. Et Dévaste-moi, sans Delano Orchestra, n'aurait pas été possible. Vraiment, je pense qu'on n'aurait pas pu aller plus loin que l'idée. Oui, on les fera s'exprimer d'ailleurs tout à l'heure après le live sur cette collaboration-là avec les musiciens. La langue des signes, c'est un peu une danse. On fait un peu une danse. C'est déjà du mouvement, c'est du rythme, c'est une mise en espace. Il y a certaines similitudes, peut-être. Probablement que pour Yann Rabalan, il a été pas plus facile, mais très agréable de travailler à Emmanuelle Laborie, qui, comme vous le disiez tout à l'heure, Joanne Hibert, elle signe de tout son corps, c'est-à-dire des cheveux jusqu'à la pointe des orteils. Oui. Il y a l'intention qui est partout. Il y a l'intention qui est partout. Après, il faudrait que ce soit Yann qui réponde à ça. Je pense que ce serait plus juste. Mais en tout cas, Emmanuelle n'est pas une danseuse. Non. C'est véritablement une comédienne qui interprète. Et simplement, c'est comme si on dirigeait un acteur sur la manière de dire une chose, sur l'état, sur l'émotion. C'est comme si on pouvait prolonger un signe pour qu'il devienne une émotion plus forte, une sensation plus forte. Et on part comme avec un acteur, comme avec un danseur, on part d'elle, de ce qui est à l'intérieur d'elle, de ce qui la fait vibrer à l'intérieur et de ce qui peut émaner d'elle. Encore une fois, je reviens à cette première rencontre. C'est un projet un petit peu différent peut-être que les projets que j'ai fait auparavant. J'ai fait pas mal de projets où j'invente, je pars d'une dramaturgie, je pars d'un sujet, je pars d'un texte et j'ai envie de le mettre en scène et je réunis une équipe autour. Là, c'est né d'une rencontre, l'idée de travailler ensemble et ensuite et de faire un spectacle pour et avec elle. Et ensuite, on a évidemment réuni l'équipe qui est évidemment fondamentale et très importante, qui soutient ce projet. On est 15. Là, on est en répétition en ce moment. On est 15 sur le spectacle. Et c'est génial d'avoir tout ce monde autour d'une comédienne qui signe. Il y a 15 personnes autour d'elle. Et c'est un spectacle assez hybride. C'est assez inédit quand même, cette forme. Je ne sais pas. En tout cas, pour moi, c'est inédit. Tout a été un petit peu fait, je pense. Mais en tout cas... oui, pour moi, c'est inédit. L'idée qu'Emmanuelle, comme ça, soit seule en scène, tu l'as pas fait beaucoup, je crois, à chansigner comme ça pendant tout un spectacle. Jamais. Il a bien réussi à me convaincre. C'est vrai que moi, j'aime travailler avec une équipe, avec un groupe sur le plateau. À l'IVT, nous travaillons toujours en collectif. Donc, je voulais porter un groupe avec moi. Mais Joanie a réussi à me convaincre à être seule sur scène. T'as vu comment tu es, hein? T'es pas complètement seule parce que t'as les 5 musiciens avec toi. Mais en tout cas, oui. Mais en tout cas, je voulais qu'il y ait ce corps de femme qui se transforme, en fait, qui passe d'un univers musical à l'autre, qui passe d'émotions à d'autres émotions. Oui. Et ça, je trouvais ça assez beau, assez fort. Et je sais, en tant que comédienne, enfin, je savais qu'elle était capable de faire ça, de passer par différents personnages comme ça. Donc, pour moi, ça, c'était important. Et puis, il y a eu tout un travail vraiment de mise en scène avec une costumière, Petroni, qui a fait vraiment un travail visuel, esthétique. Il y a le travail de la lumière, il y a un travail de vidéo. Donc, pour moi, c'est un faux concert. C'est une sorte de concert-spectacle avec véritablement un univers, mais un peu comme dans tous mes spectacles. Je crois que malheureusement, ma patte est toujours assez présente. Voilà, c'est pour ça que raisonnablement, aux premières, je viens jamais trop saluer parce que je me dis que je suis déjà tellement présent partout que je crois que ça suffit, il n'y a pas besoin de voir ma tête. Mais en tout cas, voilà, je pense qu'il y a un univers esthétique autour du chant et qui joue avec des choses qu'on comprend, des choses qu'on ne comprend pas, des manières d'aller vers elle et d'aller vers son corps et de jouer avec le sens des chansons, l'émotion des chansons et l'univers, je dirais, de chaque chanson. Oui. Alors justement, vous le disiez tout à l'heure, Emmanuelle Laborie n'est pas danseuse, non, elle est comédienne. Et dans ce travail-là, Emmanuelle Laborie, vos efforts, les défis qui ont été lancés dans Dévaste-moi en tant que comédienne, ils se sont situés où pour le travail de théâtre? Eh bien, il a fallu peut-être interpréter un personnage différent, une histoire par chanson?
Non, je ne dirais pas comme ça. Puis de toutes les manières, je n'imite pas des personnages. Ce sont les couleurs de chacune des chansons, l'énergie, le message qu'elles dégagent. Donc en fait, c'était pour moi comment est-ce que je pouvais les intégrer, comment je pouvais les vivre. C'est ça le plus important pour moi. Il y a d'autres interprétations qui peuvent être très différentes. Moi, voilà, c'est ma façon à moi de voir la chose. Alors c'était comment passer d'une énergie à une autre énergie. Mais vous savez, c'est un petit peu comme un voyage. C'est un parcours. C'est un parcours et l'objectif, c'est d'emmener le public avec moi pour faire ce voyage. Il est vrai que la plupart des gens n'ont jamais vu le travail fait en langue des signes, mais IVT existe depuis 40 ans maintenant et mène ce travail. Je ne suis pas directrice depuis 40 ans, attention, moi c'est beaucoup plus récent, moi ça fait 14 ans que je suis directrice. Mais depuis 40 ans, IVT mène ce travail, c'est-à-dire qu'en premier lieu, c'est la langue des signes, avec ses particularités et le travail artistique autour de la langue des signes. Parce que quand on dit la langue des signes, c'est comme une danse, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, la langue des signes est une langue, point. C'est tout. Voilà, il y a un cadre, voilà, c'est très très structuré. Mais quand on a le point de vue artistique, oui, effectivement, on peut travailler cette matière, on peut manipuler cette matière, comme on peut jouer avec cette matière. Et puis c'est une matière qui va rencontrer d'autres formes artistiques, la marionnette, la chorégraphie, le texte classique, du Shakespeare, du Molière, etc. Et c'est la rencontre entre ces deux éléments qui va créer quelque chose de nouveau. Et c'est ce que l'on propose au public. Et donc, c'est le travail que fait IVT depuis 40 ans, et je suis passionnée par ce travail qui est toujours un travail de réflexion. Beaucoup pensent que IVT est réservé aux sourds. Pas du tout. C'est un lieu qui est ouvert à tous, aux sourds et aux entendants. Et ça, c'est mon objectif. Si on se fermait sur nous-mêmes, moi, ça ne m'intéresserait pas et je partirais tout de suite. C'est un lieu qui est ouvert, qui est un lieu de rencontre. Mais bon, je peux en parler pendant des heures, excusez-moi. Pour répondre à votre question, ce qui est très agréable en fait en répétition, c'est qu'Emmanuel a un désir de plateau très fort. Voilà, on le voit en termes d'énergie, et sur scène, c'est ça multiplié par voilà. Et Emmanuel adore tester des choses, et c'est une comédienne qui réagit au plateau et qui a envie de plein de choses. Donc elle est partante. Dès qu'on propose une idée, elle y va, elle fonce, et elle réagit vraiment à son endroit de comédienne, c'est-à-dire en proposition, en ayant envie d'être là et envie aussi de communiquer avec le public, ce qui est pour moi une qualité énorme pour un acteur, pour une actrice. Oui. Est-ce que Emmanuel Laborie, la langue des signes a encore besoin aujourd'hui d'être défendue, entre guillemets ? Oh là là, oui, oui. Vous savez, en France, on a la chance d'avoir cette langue, la langue des signes, qui est une si belle langue. Bon, c'est vrai que il ne faut pas non plus dire que c'est la plus belle langue, mais elle est très complémentaire par rapport à la langue française, la langue parlée, la langue écrite. C'est une langue complémentaire. C'est une chance pour tous d'avoir cette langue des signes, puisque les entendants peuvent l'apprendre, ils peuvent l'utiliser également, ils peuvent utiliser leur corps. Bien sûr, le fait d'entendre, c'est bien, mais on a un corps. Mais pour nous, les sourds, c'est vital, c'est un besoin. Il y en a beaucoup qui fantasment, qui pensent que si on a de la langue des signes, on va se renfermer sur nous-mêmes, qu'on va devoir vivre dans un ghetto. C'est faux, archi faux. Vous savez, c'est la différence. Et c'est là où il faut que l'on travaille en France. C'est sur la différence. Vous savez, ce n'est pas que pour les sourds, c'est pour toutes les différences. Le problème se pose pour toutes les différences. Il faut que l'on soit beaucoup plus ouvert. Et l'art permet d'ouvrir les yeux à beaucoup de gens. Et j'ai beaucoup d'espoir, justement, dans l'art. Mais les écoles en France qui enseignent en langue des signes, je ne sais pas si vous le savez, mais un enseignement en langue des signes, c'est 5% des enfants qui en bénéficient. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Je vous pose la question. Est-ce que c'est normal ? Oui, c'est sûr. Il y aurait beaucoup de progrès à faire, même en université. On sait qu'aux États-Unis, il y a des universités qui enseignent en langue des signes. Ou en Angleterre, une chaîne télé, je crois, qui est aussi dédiée. Ouais. Oui. Donc on pourrait encore faire des progrès. Ouais. Merci d'ailleurs au passage à l'équipe de la Comédie et puis votre radio de faire ça, de faire avec la vidéo, etc., pour que des sourds et des malentendants puissent suivre cette émission radio. C'est vraiment, c'est vraiment super. Merci, Émilie. Nous on est ravis. Est-ce vrai d'ailleurs, Emmanuel Laborie, que c'est grâce à la radio que votre papa a appris l'existence de la langue des signes ? Oui. Oui.
Et c'est pour ça que je ne refuse jamais les émissions de radio. Quand on m'invite à une émission de radio, je ne refuse jamais. Parce que... Mais c'est bizarre pour moi, parce que la radio est une boîte très mystérieuse en ce qui me concerne, hein. Quand je regarde ça, j'ai aucune relation avec la radio, bien sûr. Mais voilà, c'est ce qui a permis à mes parents d'avoir une révélation et de pouvoir découvrir le monde des sourds, la langue des signes. Donc pour moi, ça a été une deuxième naissance, oui. Oui. Une langue qui évolue. Je continue sur cette thématique de la langue des signes. C'est une langue qui continue d'évoluer, qui a une grammaire particulière, du vocabulaire qui change, des régionalismes. Oui, tout à fait. C'est une langue vivante. Ce n'est pas une langue morte. C'est une langue vivante, c'est-à-dire qu'elle évolue comme toutes les autres langues vivantes. Donc il y a des accents vis-à-vis du nord, du sud. Vous savez, les pays du nord, ce sont des pays où on sent que les gens ne sont pas aussi ouverts. Par exemple, dans les pays du sud, les gens vont utiliser beaucoup plus les signes, les gestes. Vous savez, tous les pays méditerranéens, par exemple. Oui, chaque pays a sa propre langue des signes aussi, parce que là, c'est pareil. Il y a un grand fantasme qui pense que la langue des signes est une langue internationale. Mais moi, je vais vous avouer une chose, quand j'étais petite, je pensais que la langue vocale était une langue internationale et que le monde entier parlait la même langue vocale. Je me suis trompée. Donc, vous voyez. Et la langue des signes n'est pas une langue internationale, c'est une langue... Chaque pays a sa propre langue des signes, mais c'est une évidence. Oui. Est-ce que vous aimez lire l'un et l'autre ? Oui. Oui. Alors, on va accueillir Muriel qui va venir nous conseiller quelques ouvrages dans notre chronique « Écouter, lire et voir ». Non, c'est « Lire, écouter, voir ». Lire, écouter, voir. Alors, on va passer plutôt au live, désolé de ce petit changement, puisqu'il faut, comme on a besoin tout le temps de faire un interprétariat, on va passer d'abord au live. Mais juste avant de passer dans la zone live, vous allez interpréter Carmen et Malentendante. Est-ce que vous pourriez nous expliquer le titre Malentendante ? Nous dire quelques mots de présentation. Alors, ce titre, je ne l'aime pas. Je n'aime pas ce titre, Malentendance. Moi, je suis sourde. Point. Voilà. Sourde tout court. Bon. Mais le contenu, le texte me touche énormément. De toutes les façons, c'est mon oncle qui l'a écrite, cette chanson. Il l'a écrite pour moi. Et il était musicien, guitariste. De toute façon, dans ma famille, ils ont découvert ma surdité parce qu'en fait, très souvent, ils voyaient quand j'étais petite que je criais dans les réunions de famille. Et en fait, ça leur a mis un peu la puce à l'oreille, je dirais. Et mes parents se sont dit, tiens, il y a quelque chose. Et Et mon oncle avait très envie de communiquer avec moi. C'était très, très évident. Il avait très envie que je puisse découvrir aussi son monde de la musique. Donc, il voulait créer un pont. Il ne voulait pas qu'il y ait une rupture entre lui et moi. Donc, c'est un lien très, très fort. Et j'ai proposé ce texte à Joanie. Et c'est Alexandre qui a composé la musique. Parce que je n'ai pas retrouvé après la partition qui allait avec ce texte. Et j'ai demandé à Alexandre de composer la musique. Et voilà. Et c'est la première fois que je chante cette chanson. Ah, merci. En avant-première, en exclusivité. Eh bien, on va vous laisser rejoindre, du coup, la zone live. Et pendant ce temps, voilà, le mystère élucidé, Muriel va nous rejoindre pour nous présenter quelques coups de cœur du moment. Bonjour Muriel. Bonjour. Comme on est dans une librairie, on ne se prive pas des talents et des conseils des libraires. Muriel régulièrement vient nous donner quelques-uns de ses coups de cœur, et souvent en lien avec le spectacle dont on parle. Alors quel est le choix du jour ? Alors, mon choix, c'est justement mon coup de cœur de cette rentrée littéraire. On a compris qu'au cœur de ce spectacle, il y avait le corps et la femme. Et ce livre de Joyce Ormond, qui s'appelle « Science de la vie », aux éditions du Seuil, en fait, toute l'œuvre de Joyce Ormond, elle est questionnée justement par le corps.
Alors là, il s'agit de Ninon, qui est une jeune femme qui a 17 ans, une jeune adolescente qui vit avec sa mère. Elle a des relations un peu compliquées avec elle, des relations d'adolescente. Mais elle lui en veut un peu parce qu'en fait, sa mère est à l'origine d'une tare. Toute la famille a une tare génétique transmise par les filles aînées, et ça depuis 1500. Alors cette tare génétique, en fait, elle fait qu'elles ont toutes soit une maladie, soit un handicap, qui, en fait, donc, se transmet historiquement depuis le Moyen-Âge. Ninon, pour le moment, tout va bien, et puis un jour, elle se réveille, et puis voilà, elle a des douleurs terribles sur tous les avant-bras. Sa peau ne supporte aucun contact. Alors, elle est un petit peu quand même désarçonnée, et il va falloir petit à petit, justement, qu'elle fasse un apprentissage, mais vraiment, profond, d'une douleur intense qui ne va pas la quitter. Alors d'abord, elle cherche à nommer cette maladie, parce que pour elle, c'est le mystère, c'est l'inconnu, elle ne comprend pas vraiment ce qui lui arrive. Alors les médecins vont lui amener un nom, un diagnostic, une définition. Mais en fait, ils ne vont absolument pas régler son problème, c'est-à-dire que c'est quelque chose, une douleur qui va justement, alors là, fermer complètement sa vie, la couper de l'extérieur, parce que tout contact suppose justement une réaction horrible à supporter. Donc, petit à petit, elle va se tourner même vers les médecines parallèles et aller même jusqu'à consulter un chaman pour essayer de dompter ça. Alors, à la fin du roman, il y a une sorte de libération et elle va se réapproprier à la fois son corps et sa peau, parce que tout ça, c'est une histoire de peau. Ne nous dis pas la fin. Mais d'une manière très étonnante. Simplement, ce qu'on peut dire, c'est que Joyce Orman, elle a un univers vraiment très personnel avec une écriture très forte et en même temps très précise, très fine. On entre dans la tête et dans le corps de Ninon. On subit cette douleur à sa place et puis en même temps, on a l'impression que, voilà, justement, il va y avoir au-delà de tout ça une quête pour... comme une sorte de mutation, une mutation du corps et de son esprit pour aller au-delà de ce handicap et de cette maladie. Donc on est encore, on se retrouve là dans l'histoire du combat d'une femme. Absolument, oui. Alors c'est aussi le combat d'une jeune fille. En fait, par rapport à l'héritage terrible que lui donne sa mère, c'est aussi le combat d'une femme qui commence sa vie et qui la commence dans une situation compliquée, et puis avec aussi un arrière-plan social, parce que cette jeune femme, elle est issue d'une classe moyenne. Alors, il y a aussi tout ce combat avec la maladie, mais qui est aussi un combat, parce que tout ça, ça coûte de l'argent aussi, et elle a besoin aussi de lutter aussi socialement. Et en fait, oui, c'est une sorte de... C'est ça qui est assez toujours fascinant dans l'univers de Joyce Orman, c'est que c'est un univers très littéraire, avec une qualité de langue, mais qui est ancré justement complètement dans la réalité de ce que l'on vit, et dans aussi la réalité de ce corps, justement, qui semblait si important et dont vous avez si bien parlé pour ce spectacle. Alors, redonne-nous le titre et le nom de l'auteur pour ceux qui souhaiteraient s'accaparer cet ouvrage. Absolument. Donc, le titre « Science de la vie », l'auteur Joyce Orman, aux éditions du Seuil. Muriel, il y a beaucoup de livres qui sont consacrés à la langue des signes. Oui, alors en effet, on vous a proposé un petit choix de livres à la fois qui sont des livres qui peuvent être techniques, un apprentissage de la langue pour adultes et pour enfants, et puis aussi des choses un petit peu plus ludiques sous forme de comptines. Et c'est vrai que, moi je dois dire que j'ai découvert un univers, c'est vraiment fascinant. Voilà, alors n'hésitez pas à traîner dans les rayons, où que vous soyez, où que vous nous regardiez. Il y aura toujours une librairie, je pense, pour vous proposer ces ouvrages de ce type. Merci beaucoup, Muriel. Merci. Et bien maintenant, on va passer donc à la séquence live avec 2 titres en avant-première, en exclusivité. Rien que pour nous, là, on est vraiment chanceux à la librairie Les Volcans. Un petit extrait, du coup, de ce spectacle « Dévaste-moi ». Et tout de suite, en avant-première. Bravo.
retrouvez les podcasts de l'émission sur le site de la Comédie et sur celui de Radio Ardennes. En direct pour cette première émission Bouche à oreille de la saison, en direct depuis la librairie Les Volcans à Clermont-Ferrand, où Emmanuel Laborie et Delano Orchestra nous ont offert un peu fraîchement ce spectacle-là, Dévaste-moi, qui va être présenté. Je suis un peu émue parce qu'Emmanuel, c'est la première fois qu'elle le signe en public. Oui. Et je crois qu'elle était un peu émue. Prise par l'émotion. C'est ça? Et nous aussi d'ailleurs. Oui, c'est ça, oui. Avec cette chanson qui avait été écrite par votre oncle, qui plus est peut-être un surplus d'émotions supplémentaires. Alors on retrouve le guitariste Delano Orchestra, Delano, à qui l'on doit d'ailleurs tout le générique qui nous accompagne pour cette émission Bouche à oreille. Ça nous accompagne parfaitement bien, merci encore. Pas de quoi. Emmanuel Laborie disait que le travail en direct avec les musiciens était indispensable, nécessaire. Comment vous avez vécu cette collaboration ? Alors, avant tout, on l'a vécu comme une rencontre. On s'est découvert et puis on a appris à se connaître et à créer des signes entre nous, des façons de communiquer par différentes formes. On ne connaît pas la langue des signes, on l'apprend un petit peu. On commence à apprendre, mais voilà, on connaît pas tout. Et c'est vrai que du coup, il fallait se guider pour la musique et se suivre. Alors, comme on suit Emmanuel, comme on pourrait suivre une chanteuse. Et parfois, il faut qu'elle soit aussi avec nous pour nous entendre. Oui. Voilà. Ils ont fait des efforts des progrès, pour s'exprimer, les musiciens de Delano, votre boys band. Ah oui. Mais chacun avec sa différence, bien évidemment, et chacun d'entre eux progresse. Mais c'est vrai qu'avant tout, c'est les yeux qui parlent. On ne peut pas communiquer sans regard. Et on peut écouter la musique sans la regarder. Par contre, nous, on ne peut pas communiquer sans se regarder. Et la clé, ça a été ça pour ouvrir cette rencontre, pour la permettre. Ça a été ces contacts visuels. Et chacun progresse à son rythme, chacun avec sa spécificité aussi. Oui, ça a été peut-être une des difficultés pour les Delano, Alexandre Rochon. Il a fallu travailler peut-être un peu différemment. Le regard était primordial, contrairement à d'habitude. Peut-être pas. Vous avez le droit de me dire non. Non, parce que en fait, bien sûr, le regard était primordial. Il fallait être ensemble, mais il n'empêche qu'on est toujours aussi dans cette forme d'attention quand on joue en groupe. Et en fait, on a cette communication entre musiciens déjà. En fait, on est beaucoup en train de se regarder pour dire c'est ton moment, c'est à toi. On se passe la balle. Et là, voilà, on a cette contrainte qui était une belle contrainte et qui nous a aussi amené à communiquer en plus et à être tous autour d'Emmanuel et à être... Voilà, mais il se trouve aussi qu'en musique, c'est souvent un instrument qui est chanteur, on va dire, qui va faire la ligne mélodique. Donc c'est lui qui va avoir un rapport sur une chanson privilégiée avec Emmanuel, il va être en contact, ça va être un duo. Et puis nous, on suit ce duo, et puis voilà, et puis après, ça change dans le spectacle. Pour les chansons qui sont jouées dans ce spectacle Dévaste-moi, il a fallu faire des arrangements parce que... c'est peut-être pas forcément votre répertoire habituel au Delano Orchestra. Oui, et puis c'est une question d'instrument aussi. Pour jouer de l'opéra, on a une formation plutôt pop-rock, donc on n'avait pas les instruments qui le permettaient techniquement, donc on a adapté tout ça. Et puis on a travaillé sur la musique qu'on avait envie de proposer, on a proposé des musiques à Joanie, et puis après on a travaillé avec Joanie sur l'humeur de la musique. Des fois on n'était pas tout à fait dans l'humeur qui était souhaitée pour le spectacle, donc voilà, on a travaillé sur tout ça. Oui. Je voulais revenir sur l'expérience d'Emmanuel Laborie. Vous-même étant toute petite, vous avez été à des concerts, vous étiez en contact avec des instruments de musique. On ne vous a pas coupé de la musique pour autant? Mais disons, tout dépend. C'est vrai que parfois, dans la famille, oui, la musique, dans certaines familles, à partir du moment où on est sourd, on ne nous amène pas à découvrir ces lieux-là.
parce que ça paraît évident. Moi, dans ma famille, ça a été l'inverse. Au contraire, je suis allé voir des concerts avec... moi, il y a des instruments avec lesquels j'ai un rapport, c'est, je dirais, les instruments terrestres, les percussions africaines, par exemple, tout ce qui est percussion, tout ce qui est rythmique, tout ce qui est... moi, ça me rentre par les pieds et ça monte tout le long de mon corps. Il y a des instruments avec lesquels je suis plus familiarisé, mais tout ce qui est par exemple la flûte ou le violon, enfin des sonorités comme ça plus aiguës, moins rythmiques, j'y accède plus difficilement. Mais voir un musicien en corps à corps avec son instrument, s'exprimer avec son instrument, c'est quelque chose qui me parle, quoi, visuellement. Ça crée des images, et moi, ça me permet d'imaginer un son visuel, de me dire, tiens, comment il s'envole ce son dans l'air, comment il se propage dans l'espace dans lequel il est joué. Et peut-être que si j'étais entendante, je serais déçue, parce qu'il y a des choses qui sont extraordinairement belles pour moi et qui le sont peut-être moins, je ne sais pas. Oui. Est-ce que vous pourriez citer des exemples de concerts ou d'interprètes qui vous ont vraiment marqué ? Et je dirais donc, en termes de style, c'est plus quand même une approche visuelle, donc des clips vidéo. Et Michael Jackson, par exemple, il y a beaucoup de gens qui disent c'est un peu bidon. Ce qui fait pour moi, c'est un artiste hors du commun. Comment pourrais-je vous expliquer cela ? Il réfléchit à tout, c'est-à-dire tout a son importance, de la tête aux pieds, les vêtements, l'attitude, la façon de bouger son corps, de bouger ses pieds, de faire des pas en arrière, enfin, tout est extrêmement précis, la démarche, la rythmique, et c'est vraiment un artiste qu'on ne peut pas confondre avec un autre, quoi. Après, il y a quelqu'un qui va bouger comme ça, juste sur un tempo, oui, je vois bien qu'il bouge, mais c'est pas du Michael Jackson, quoi. Là, il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire qui est propre à lui. Oui. Non, mais on n'a rien contre Michael Jackson, nous. Et Maria Callas, oui, ou d'autres artistes comme ça ont pu aussi vous plaire, ou les gossips, ou... Je ne sais pas comment on traduit gossip en langue des signes. C'est comme ça. On voit. Maria Callas, la première fois que je l'ai vue, c'était à la télévision. Elle chantait donc... moi, j'ai ressenti de suite une émotion extraordinaire. J'ai pleuré de suite quand je l'ai vue chanter. Parce que... comment dire ? Il y avait vraiment quelque chose qui jaillissait de l'écran. Je voyais l'amour qu'elle exprimait. C'est comme si elle sortait son cœur, elle le sortait de son corps et elle le mettait comme ça devant la caméra. Et moi, je le recevais derrière l'écran. Et j'étais bouche bée. Ça m'a vraiment touché. Et ça provoquait un déclic chez moi, oui. D'accord. Alexandre Rochon, on va vous retrouver bientôt sur la scène de la Maison de la Culture avec MMMM. Ce sera un autre projet, là encore un spectacle musical avec Jean-Philippe Toussaint. Le projet a-t-il évolué ? On avait fait ensemble une émission sur MMMM. Certainement que depuis, ça a bougé. Depuis, on sait pas. On va faire une reprise, donc on va se retrouver avec Jean-Philippe. On va sans doute faire évoluer le projet, avec les musiciens aussi. J'en sais pas plus puisqu'il faut qu'on reprenne pour que. Ça va reprendre seulement en fait. Ouais, alors ça. Mercredi 18 octobre, vous serez à la Maison de la Culture. C'est ça. Au Théâtre du Rond-Point le 20 et 21 octobre. Et 27 et 28 novembre du côté de Bordeaux à la librairie Mola. Voilà pour MMMM. Merci beaucoup Alexandre Rochon. Merci à vous. Restez encore par là. Emmanuel Laborie, il nous reste quelques minutes. Peut-être qu'on pourrait évoquer aussi les 40 ans de l'IVT. Est-ce qu'on pourrait imaginer, soyons fous, un IVT à Clermont-Ferrand, à Bordeaux Vous voulez qu'on déménage ? Que vous fassiez des petits ? Ah, d'accord. D'accord. Je ne suis pas très fan de créer des antennes d'une structure, en quelque sorte. Je travaille avec Jennifer, qui est co-directrice avec moi donc, à IVT. Et si vous voulez, nous, notre travail en ce moment, c'est la transmission vers une nouvelle génération. Comment transmettre l'art sourd, cet outil de travail pour développer la culture sourde
Et pour moi, c'est pas en faisant des antennes, entre guillemets. Par contre, c'est de susciter dans d'autres lieux, d'autres villes, justement, des motivations, des envies de créer et qui soient propres et culturelles, justement. On parlait tout à l'heure des déclivités culturelles qu'il y a dans les différentes régions. Paris, c'est Paris, mais à Clermont, il y a une autre richesse et il faut partir de Clermont. Mais c'est pas IVT de Paris qui doit dire, bah, tenez, on vient implanter, on fait un copier-coller de ce qu'on fait à Paris sur Clermont parce qu'on tuerait l'art local. Et on n'a pas du tout cette démarche-là. On n'est pas dans c'est partir vraiment du terrain, au contraire. Après, oui, la culture sourde émerge à droite, à gauche. On voit qu'il y a des minorités comme ça qui se créent dans d'autres villes de France. Et nous, notre mission aussi, c'est d'accompagner ces créations parce que c'est très fragile. Mais pas que pour nous. La culture, c'est fragile de toute façon dans nos pays. Et on propose des résidences chez nous, à IVT. Et on accompagne ces nouveaux créateurs, ces nouveaux artistes, en leur proposant, par exemple, d'être dans notre programmation sur notre saison culturelle et de répondre aux besoins de ces compagnies émergentes. Et aussi de la mise en place de formations. Et notamment, là, on a créé des masterclass qui vont être un outil supplémentaire pour répondre à ce que je viens d'évoquer. Et quelque chose de visuel, parce que la langue des signes, c'est une langue visuelle. Ça, on l'a déjà dit. Et c'est important de savoir que c'est le corps qui s'exprime avant tout. Et donc, partir sur l'art visuel, c'est partir d'un travail corporel. Et pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec Johanny autour de Craft, qu'il a mis en scène donc avec Yann Rabalan. Et moi, ça m'a touché parce que c'était un univers justement qui me parlait, avec une marionnette géante qui était sur scène, qui vivait, et j'avais envie de la partager avec le public sourd. Et c'est important aussi d'ouvrir ces nouvelles générations, non pas que sur la langue des signes, sur notre langue, mais d'ouvrir l'art et la culture à tous et de partager cette énorme énergie. Et c'est ça, IVT. Oui, alors IVT qui vient de fêter ses 40 ans, quelles sont vos envies, vos projets pour, peut-être pas les 40 prochains, mais disons les 10 prochains? Eh bien, les envies, c'est que ça puisse se propager un peu partout et puis qu'on puisse être visible, comment dirais-je, au fond de moi, l'idée c'est vraiment que les sourds et les entendants peuvent travailler ensemble. Et il y a certes un art sourd qui est le noyau d'une création artistique, et si on ne travaille pas avec ça, on ne peut pas travailler les uns avec les autres. Donc c'est vraiment, vous savez, comme un foyer qu'il faut garder allumé tout le temps. Et à partir de ce foyer, si celui-ci est bien présent, si ce noyau est respecté, ça permet de créer des ponts entre les différentes cultures. Et la culture, c'est vital pour tout le monde. Sans culture, il n'y a pas de vie. Johanny Bert. Pardon, peut-être pour rebondir sur ce que dit Emmanuel, que je trouve très important. C'est vrai que moi, je suis associé à la scène nationale avec toute l'équipe de la scène nationale et voilà, c'est depuis quelques années, pas mal d'années d'ailleurs, qu'on se connaît. Je crois que c'est aussi important qu'un théâtre public, comme une scène nationale, à Clermont-Ferrand et ailleurs, puisse aussi travailler pour différents publics, et notamment un public qui ne peut pas accéder à certains spectacles. Là, il se trouve que ce n'est pas un spectacle avec de l'audio-description ou un interprète sur le côté du plateau qui ferait de la langue des signes, par exemple, en live. La langue des signes est vraiment considérée comme un art à part entière. Et on a essayé, en tout cas, de concevoir ce spectacle pour des sourds, évidemment, avec des moments où les sourds auront aussi des creux, c'est-à-dire des moments où ils ne sauront pas exactement, peut-être la langue des signes ne sera plus une langue des signes littérale et on sera peut-être sur quelque chose de plus onirique, mais aussi un spectacle pour les entendants. C'est-à-dire que souvent, les créations d'IVT, on imagine que c'est pour des sourds, alors que pas du tout, c'est véritablement un art à part entière qui dialogue pour sourds et entendants. Donc on a essayé, et quand vous viendrez voir le spectacle, j'espère vous nous direz, mais on a essayé véritablement de concevoir ce spectacle pour des sourds et pour des entendants. J'espère que le public aura réservé déjà ses places pour des vastes mois, donc présentés à Clermont-Ferrand jusqu'au 13 octobre. Ensuite, vous partirez à Paris, oui. À l'IVT, justement, du 9 au 26 novembre. Et puis enfin, du 30 novembre au 2 décembre, à la Comédie de l'Est, Centre dramatique national d'Alsace. C'est ça. Et puis peut-être encore plein d'autres. On espère partir en tournée longtemps. Oui. Ah, on est prêts, hein.
Bon, eh bien, je crois qu'on arrive au terme de cette émission. Merci à tous d'avoir été présents, d'être venus, d'avoir fait le déplacement, de nous avoir regardé de l'autre côté de votre écran ou sur la radio. D'autres bouches à oreille vont arriver au fil des mois. Soyez attentifs, vous serez informés au fil des jours. Merci à Philippe Cohen à la radio, Eric Morschauser, Images et Ricochet, d'avoir assuré la retransmission de cette émission. Merci aussi à la librairie Les Volcans pour son accueil, à toute l'équipe de la Comédie. Et puis bien sûr, Emmanuel Laborie, Joanne Hibert, Alexandre Rochon et les Danano Orchestra. Et je n'oublie pas Carlos Carreras et Corinne Gache pour ce fabuleux travail. Merci.